Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision, la première panafricaine. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, à Rites et Traditions, nous allons faire appel aux lumières de monsieur Samou Mariko. Samou Mariko est maître du second cycle à la retraite. Il a été conseiller pédagogique. Après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation, maintenant il se met à la recherche. La recherche, le plus clair de son temps, il le passe entre les sites touristiques, les sites artistiques, pour édifier les générations à venir. Monsieur Mariko, bienvenue à Rites et Traditions. Pouvez-vous nous faire la monographie du Bani Monotié? Qu'est-ce que c'est que le Bani Monotié? Très bien, merci monsieur Magma. Le Bani Monotié, eh bien, c'est toute cette terre-là, toutes les terres qui sont comprises entre les fleuves Baoulé et Mono. Bani Monotié. Donc, toutes les terres qui se trouvent entre le bas, c'est le Baoulé, et le Mono, à l'entrée de Bamako. Donc, ces deux rivières-là, ces deux cours d'eau-là, c'est le Bani Monotié. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Donc, toutes les terres qui sont comprises entre ces deux cours d'eau s'appellent le Bani Monotié. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la monographie de ces localités-là? Bon, la monographie, peut-être ce serait un peu trop dit, mais je peux quand même parler sérieusement des origines. Allons-y. Et la mise en place des populations dans le Bani Monotié. Parfait, très bien. Très bien. Je suis à vous. Bon, d'accord. Donc, voyez-vous, eh bien, d'abord, il y a beaucoup de races, comme on peut le dire, dans le Bani Monotié. Beaucoup d'ethnies, en fait. Beaucoup d'ethnies. En premier lieu, c'est les Bamana. Vous savez, Magma, que la fin du règne de Biton Koulibaly en 1755 avait provoqué de sérieux troubles à Ségou là-bas. Des troubles. Et parce que ces enfants n'ont pas pu tellement assurer la succession. On le sait. Donc, après, ces enfants, c'est les Tondions qui sont venus au pouvoir. Notamment avec Ngolo Diarra. Et quand eux, ils ont accédé au pouvoir, pour consolider leur pouvoir, eh bien, Ngolo Diarra, il a fait le serment des 12 idoles de Ségou. Tu es au courant de ça. Après, il a procédé à la démilitarisation des Tondions. Et il a instauré un régime de terreur, surtout contre les nostalgiques du règne de Biton Koulibaly. Bon, cela a mis les Koulibaly, ça a provoqué un vaste mouvement migratoire. Donc, une bonne partie de la population Koulibaly a émigré vers l'ouest. Cette
première vague qui s'est levée a poursuivi sa marche jusqu'à Massigui, dans le Baninko. Donc, cette famille Koulibaly existe encore à Massigui. De Massigui, il y a une autre partie qui a continué vers le Bana. Ils sont venus s'installer à Digui-Digui, à Ferretou. Tout ça, c'est dans le Bambelé, dans le Bana. Et une autre vague, conduite par Massa Moriba Koulibaly, eh bien, est venue s'installer à Nienou. Eh bien, Nienou est dans l'actuel arrondissement de Zanthiebougou. Massa Moriba, justement, a donné naissance à 3 enfants là-bas. Donc, eh bien, Kolé, qui a été le premier à traverser le fleuve Baoulé et venir créer le village de Kouadougou. Kouadougou, oui. Bon. Donc, après, il a été suivi par son frère Djeka. Djeka est venu créer le village actuel de Kola. Donc, il s'est établi là. Véritablement, c'est les Koulibaly, donc de Kola, qui sont parmi les premiers occupants de cette terre du Banimonotier. Après eux, il y a eu des Diarra, il y a eu des Traoré qui sont venus de vers Djitoumou, il y a eu des Doumbia. Donc tous ceux-ci-là sont venus s'installer au Banimonotier. Donc c'est comme ça que, eh bien, j'ajoute que Massa Moriba qui est venu était naturellement avec sa femme appelée Sogolon. Et je crois que tous les Maliens savent le nom Sogolon. Parce que Sundiata, tous ceux qui sont au courant de l'histoire de Sundiata savent qui est Sogolon. Ouais, Sogolon Diatta, oui. Sogolon Diatta. Bon, donc, Massa Moriba là avait comme femme aussi une Sogolon. Il est venu s'installer à Nienou, comme je l'ai dit. Nienou se trouve dans l'actuel arrondissement de Zanthiebougou. Et cette zone-là, on l'appelle le Chankadougou. Chankadougou. Bon, donc, arrivé là-bas, Moriba, eh bien, ses fils, il en a eu 3, Sogolon a eu 3 fils. Je l'ai dit, Kolé a été le premier à traverser le fleuve pour venir créer Kouadougou. Makan, le premier garçon, est resté là-bas. Et Djeka aussi a traversé pour venir créer Kola. Ça, c'était dans les vers 1776, comme ça. Bon, donc ça, c'est l'arrivée des Bamana et leur installation au Banimonotier. Tout le monde connaît, Kola est un village très historique du Banimonotier. Donc, après les Bamana, il y a eu l'arrivée des Peuls. Donc, ces Peuls-là également sont arrivés par vagues. Il y a une première vague de Peuls venus depuis les environs de Sebekro, un village là-bas appelé Bankassi. Donc cette première vague de Peuls-là était conduite par Mola Flacro. Donc Flacro, qui est venu de Mont. Donc c'est cette famille qui a été la première arrivée sur place ici. Et cette famille-là, on l'appelle Tchénimerila. Donc tous les Peuls de Bougouni ici savent quels sont les descendants de Tchénimerila de Mont-la-Flacro. Et les villages aujourd'hui qui relèvent de cette famille-là
sont ceux de Djigamisala, de Nganala, de Dialakoro et autres. Donc, après cette première vague, il y a eu une deuxième vague. Cette deuxième vague-là était conduite par un certain Samou Koroni, Diakité, bien entendu. Lui aussi, il est venu de Bangassi, à la suite de Mont-Laflacro. Bon, eux, ils se sont établis sur le site de Flaboula, là. Flaboula, à côté, à 7 km de Bougouni, ici. Bon, et cette famille-là, c'est Djagassana. Donc, Djagassana, eh bien, cette famille était conduite par Samou Koroni. Et c'est pourquoi le nom Samou vient toujours en répétition dans cette famille-là. Bon, après Samou Koroni, c'est la troisième vague maintenant. Cette famille s'appelle Meribala, qui est arrivée. Et qui la conduisait, cette vague-là, c'est Flomini. Flomini est arrivé et il s'était installé à Sakoro, un village Djara, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Bani-Monoké avait été occupé aussi par les Djara. Absolument. Bon, donc, eh bien, Flomini est venu s'installer avec les Djara de Sakoro. Bon, vous savez que toute installation, tout cohabitage, il y a toujours des conflits. Absolument, oui. Donc, un conflit est né entre eux au point où la population lui en voulait même à mort. Bon, heureusement, il y a toujours des gens pour avertir. Bon, Flomini a été averti qu'il est menacé et il est préférable vraiment qu'il quitte le site. Donc, il a quitté et il a, nuitamment d'ailleurs, il est allé à Dissan. Dissan est un autre village qui est là également. Et eux, ils ont voulu accueillir Flomini. Flomini est resté là-bas. Et c'est là-bas qu'il s'est également marié. Son père, son père a marié une femme là-bas pour, eh bien, son premier garçon, Meriba. Je vous ai parlé de la troisième famille tout de suite qui s'appelle Meribala. Donc Meriba est le fils de Flomini. Puisqu'ils ont quitté Sakoro pour Dissan, Flomini est décédé à Dissan. Mais son père, Flomini, avait marié une femme appelée Nanza, qu'il avait donnée à son fils Meriba. Donc Meriba a quitté aussi Dissan après le décès de son père pour venir à Kola, village des Koulibaly. Arrivé à Kola maintenant, les Bamana cohabitent assez bien souvent avec les Peuls, mais puisque les Peuls commettent beaucoup de dégâts dans les champs, ils ont pris la précaution de les installer un peu à l'écart, dans une zone très humide, où il y a beaucoup de pâturage, donc qu'on a appelé Choblala. Meriba donc s'est installé à Choblala, à côté de Kola. Donc là, la femme Nanza qu'il a épousée à Sratogo, du côté de Dissan là-bas, n'ont pas eu d'enfant avec lui. Bon. Comme ils ont trouvé Djeka qui était là, les enfants donc de Djeka ont donné une femme de Djeka, une fille de Djeka à Meriba. Meriba a eu un enfant avec sa femme. Et cette femme-là, maintenant, s'appelle Midja. Donc, une épidémie s'est abattue sur la zone. Une épidémie de variole. Midja a été
atteint par la variole. Et à l'époque, bien avant l'arrivée des Français, on savait que cette maladie-là était très dangereuse, donc qui l'attrapait, il fallait l'isoler. Donc on a conçu un lazaret pour Midia. Un lazaret qui était une paillote. Une paillote, bien entendu, Bougouni. Un lieu d'isolement. Un lieu d'isolement. Donc Midia a été isolé dans le lazaret. Midia a quitté, bien entendu. Après guérison, donc, Midia a souhaité rester au lazaret. Alors que son père, Meriba, était resté à Choblala là-bas. Et jusqu'ici, on peut trouver, ses restes sont à Choblala. Donc c'est comme ça que Midia, La petite hutte là. la petite hutte là, est devenue Bougouni. Bougouni. Sotua Bougouni. Flauka Sotua Bougouni. Donc voilà brièvement, retracé, eh bien, l'installation, la création de Bougouni. Merci beaucoup, mon cher. Voilà. Marco. Ce puits a effectivement une histoire depuis le temps colonial. Au plus fort de la colonisation, vous savez que les prisonniers les plus redoutables étaient envoyés à la prison de Bougouni. Alors donc c'est le puits là qui les recevait. Et c'est fait au moment des travaux forcés. Vous savez qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'aimaient pas du tout la domination. Donc si on les prenait pour venir aux travaux forcés, les gardes de cercle, effectivement, étaient à l'époque très rigoureux, voire méchants, et certains de nos parents détenus ou contraints aux travaux forcés se rebellaient. Souvent même en venaient au coup avec les gardes de cercle. Bon, donc tout ce qui se révélait comme ça était pris, enchaîné et amené dans ce puits prison qu'on appelait puits prison dans ce puits-là. Bon, c'est assez profond. Hein? La profondeur, mon vieux, ça peut aller dans les 15-20 mètres. Hein? Et en haut, voilà la prison, même en haut. Tous les prisonniers redoutables, donc, étaient ramenés ici. Pour descendre, on était obligé de poser une planche transversale, et puis à l'aide d'une corde, il descendait jusqu'au fond. On descendait le prisonnier. Ah oui, on le faisait descendre. Et le fond, vous voyez, le diamètre, ça fait plus de 2 mètres, hein, un peu plus de 2 mètres. Donc, si je donne un exemple concret, Tidjani Cham, qui a été déporté de Badjangara jusqu'à Bougouni, Tidjani Cham, on peut dire, était le père adoptif de feu Amadou Ampateba. Et c'est justement, c'est pourquoi ceux qui ont beaucoup lu Amadou Ampateba verront dans ses livres que son éducation bamanan, eh bien, il a droit à Bougouni. Ça s'est fait pendant la détention de son père adoptif Tidjani Cham à Bougouni. Tidjani Cham n'est pas venu seul. Il est venu avec son cadi, Tcherno Kunta, qui était déjà vieux quand Tidjani Cham venait. Tidjani Cham était, bon, comme vous le savez, les Peuls là, ils sont très souvent, surtout fils de chef, ils sont tellement, je ne le dirais pas orgueilleux, mais ils sont un peu fougueux.
Donc le monsieur Tidjane Thiam était souvent immaîtrisable. Pour le ramollir, on l'a fait séjourner ici dans ce puits. En même temps que Thierno Kounta. Bon, donc c'est ce qui a rendu célèbre, c'est ce puits-là qui a rendu la prison de Bouni très célèbre. Donc comment on les nourrissait? On faisait descendre, comme eux-mêmes ils sont descendus, on faisait descendre leur nourriture comme ça et on faisait remonter. Et quand ton temps de détention était fini, on te ressortait? On te ressortait. À l'aide d'une corde? Bien entendu, toujours à l'aide d'une corde. Hein? Bon, comme qui sait grimper, bon, vous voyez, voilà. C'est le même système. Merci beaucoup. Bon, donc vous voyez ici tout à fait à l'ouest un bassin. Et au fond là-bas, vous voyez une maison construite. Cette maison-là est en plein cœur bassin. Ce bassin-là était une retenue d'eau conçue pour alimenter le jardin public. Le jardin public, le voilà là-bas. Donc regardez cette bande d'arbres-là, c'est sur la digue. Cette digue avait des ouvertures comme des vannes. Donc chaque fois que le bassin-là est rempli, eh bien on ouvrait les vannes pour laisser passer d'eau à sa guise. Toute l'année, je vous dis, monsieur Magma, toute l'année il y avait de l'eau ici. Et dans le jardin qui était très bien aménagé, il y avait tout. Il y avait des manguiers, il y avait des bambous. C'était un lieu très paradisiaque. Je me rappelle qu'en 1961, lorsque le président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, a effectué une visite d'État au Mali, il est venu à Bouni ici. C'est justement, il y a encore des témoins qui peuvent l'attester, il y a le jardin public là qui a servi de lieu aux deux présidents de prendre leur déjeuner. Tellement l'endroit était bien aménagé, c'était beau, c'était ombrageux, c'était véritablement paradisiaque comme je l'ai dit. Donc c'est ce bassin-là qui alimentait le jardin public toute l'année. Pendant que Tidjane Thiam était à la prison ici, il avait été poursuivi par sa femme Khadija. Alors, Tidjane Thiam en prison, Khadija était obligée aussi d'assurer le quotidien. Donc, elle avait ouvert une gargote à Bouni ici, là, ce côté-là allait tout juste. Donc, cette gargote-là fonctionnait à merveille. Et d'autres sont venus s'installer à côté d'elle et c'est finalement devenu Khadija Bougou. C'est là-bas qu'elle avait tous ses besoins et puisque certains des enfants étaient restés à Badjangara là-bas, elle parvenait non seulement à survenir à ses propres besoins, aux besoins de son mari en prison, mais faisait même des envois jusqu'à Badjangara. Cette dame-là, en tout cas, ceux qui vont lire Amkoulel le sauront, elle était très brave, celle-là. Mais aujourd'hui, c'est bien dommage, Khadija Bougou n'existe plus. Qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà. Tous ceux qui ignorent l'histoire
tous ceux qui ne savaient pas que ce point-là pouvait être un témoin. Un jour, ils l'ont détruit, ils l'ont ravagé, et avec l'appétit glouton de nos administrateurs et des maires, aujourd'hui c'est devenu un quartier moderne. Sinon, c'est la route, c'était d'ailleurs la première route du Baoulé. Ça mène, tu passes devant l'ancienne énergie et qui va traverser, tu vas traverser le pont là-bas et jusqu'à Sikasso. Donc Kadi-Diabougou aujourd'hui, évidemment ceux qui ont connu Kadi-Diabougou dans le temps savent que c'est ici que ça existait. Sinon aujourd'hui, aucun enfant d'aujourd'hui ne peut penser qu'il y avait des gargotes ici. Alors, M. Mariko, oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver ces lieux de mémoire? Très bien. Chez nous. Ah, Monsieur Magmal, je suis très content de cette question parce que Bougouni aujourd'hui a besoin de restauration de ces lieux. La ville de Bougouni est pleine de sites qui doivent être restaurés pour permettre aux générations futures de véritablement connaître et vivre l'histoire de cette ville qui en est une ville historique du Mali. Au bas là-bas, là, il y a un fromager là-bas. Entre parenthèses, quand Tidjane Thiam était ici en prison, après le puits prison, ce sont eux qui ont planté dans les artères de Bougouni des pieds de fromager. Tous les artères qui quittent ce cercle-là jusqu'au bout de la ville là-bas étaient bordés de fromagers. C'est Tidjane Thiam, avec les travailleurs des travaux forcés là, qui avaient planté ces fromagers. Et là-dedans, au bas de la résidence du commandant, il y avait un là-dedans qu'on appelait Critique Banani. Donc, un banani justicier. Le fromager sur lequel on rendait la justice. Exactement. Mais comment? C'est au bas de la résidence du commandant. Donc, quand des gens en conflit n'arrivaient pas à s'entendre chez eux, arrivaient il y avait un pied qui entourait le petit fromager, ils venaient s'asseoir là-bas. Écoutez, voyons si on peut s'entendre. Au cas où nous ne nous entendons pas, on va monter sur la colline tout de suite. Et quelqu'un restera là-bas. Puisqu'il y a la prison aussi là-bas. Et derrière la prison, le puits prison. Alors, donc, ils parvenaient à